Je suis Antoine Caillot, postdoctoral fellow, donc postdoctorant en bon français au JRL. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous du bien fondé de regarder où on marche. Le titre de ma présentation, en fait, a été inspiré de panneaux qu'on peut croiser quelquefois au Japon et qui témoignent que certaines personnes ici, au moins, sont convaincues par le concept. Comment se rendre à un point précis avec un robot? On peut déjà, en tant qu'humain, voir ce que ça fait de marcher, par exemple, les yeux fermés. Alors là, ça tombe très bien, on a des petits marqueurs visuels sur le sol, au hasard pour placer des gens ou des tables. Et là, en ayant les yeux ouverts, je peux très facilement me mettre au niveau du marqueur. Par contre, si je ferme les yeux, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi d'y arriver. En tout cas, là, la trajectoire est assez courte, donc je vais quand même arriver dans un environnement assez proche. Par contre, si je voulais atteindre la porte au fond de la salle, les yeux fermés, ce serait beaucoup plus compliqué. Mais j'arriverai quand même à arriver dans la bonne direction. Et la raison à ça, c'est que on a plusieurs sens, et notamment des sens proprioceptifs, qui sont le système vestibulaire ou la kinesthésie. Le système vestibulaire, c'est en fait ce qu'on a dans l'oreille interne qui permet de ressentir les accélérations qu'on subit, les rotations et accélérations linéaires. C'est par exemple ce qui me permet de savoir que le train bouge alors que je suis en train de regarder mon téléphone quand je suis dans le métro, par exemple. Et la kinesthésie, c'est ce qui me permet de savoir comment sont orientés, positionnés mes membres sans même à ce que j'aille à les regarder. Donc, ça me permet de me gratter l'oreille sans regarder ma main, ce qui est compliqué de regarder son oreille et sa main, vous savez. Mais le problème de ça, pourquoi est-ce que je vais pas réellement arriver à la porte? Pourquoi je vais seulement arriver dans un environnement proche? C'est que ces sens sont soumis à une certaine dérive. Euh, voilà, c'est pas tout à fait précis, la mesure n'est pas précise, et donc je vais dériver au fur et à mesure. Le plus long la trajectoire sera, le plus je vais dériver de cette dernière. Et donc, on a tout un ensemble d'autres sens qui sont les sens extéroceptifs, l'ouïe, le toucher, la vue. Donc, par exemple, le toucher permet de naviguer à tâtons. Vous avez peut-être fait ça pour aller chercher un verre d'eau bien nécessaire au milieu de la nuit et finalement rencontrer un sens beaucoup plus intense au niveau du petit orteil sur la table. Ou Louis aussi, vous pourriez m'aider à me rendre à cette porte avec des petits sons et je pourrais naviguer. La vue, bien entendu, ou encore l'odorat qui permet de trouver le café le matin. Et tout ça, en fait, on a des capteurs équivalents au niveau des machines, donc surtout la centrale à inertie, microphone ou encore des caméras peut étendre encore, même augmenter tous ces sens avec, par exemple, ce qu'on a, par exemple, sur notre smartphone pour avoir le GPS ou encore la boussole qui permet de pouvoir se représenter dans l'espace, enfin, notre orientation sur la planète. Certains oiseaux, par exemple, ont ce sens très pratique. Et alors, quid des robots? Bon, déjà, un robot, qu'est-ce que c'est? Et on a tous une idée vraisemblablement différente. J'en ai réuni quelques-unes ici. Il y en a certaines que je ne peux pas montrer, comme par exemple les crawlers qui alimentent les moteurs de recherche ou chatbots. On va avoir les robots de cuisine, les robots de jeux vidéo. Un très bon exemple, on a un robot qui peut piloter un autre robot sur Mario Kart. Vous avez peut-être chez vous un robot aspirateur, moins vraisemblablement un rover d'exploration chez vous. Mais voilà, c'est très divers. Et on y a aussi la quintessence de l'imaginaire collectif qui est un peu le robot humanoïde. Voilà, l'illustration, c'était celle de base de mon logiciel de présentation. Et voilà, d'un point de vue du cinéma, effectivement, on a les robots humanoïdes qui sont bien représentés. Et donc, moi, je viens du JRL. Au JRL, voici un petit peu la photo de famille des différents robots qu'on a et avec lesquels on travaille. Et vous pouvez observer qu'ils sont tous pour point commun d'être des robots mobiles. Et donc, on va vouloir naviguer avec eux, les emmener d'un point A à un point B. En tout cas, on veut qu'ils y aillent. Et donc, il y a cette tâche de navigation qui leur incombe.
Et donc, pour naviguer, eux aussi, ils peuvent utiliser des capteurs proprioceptifs, donc seulement utiliser les capteurs qu'ils ont au niveau des roues, par exemple, pour savoir combien de rotations on a fait, ou une IMU. Mais là aussi, ça dérive. Et donc, on peut, là encore, s'inspirer de ce qu'on fait, nous, les humains, utiliser la vue. Donc, nous, les humains, bon, point d'interrogation, dommage, on utilise nos yeux pour voir, donc on a même deux yeux qui nous permettent de voir les différentes formes, créer une sorte de carte locale, ce qui fait que quand je suis là, juste ici, en vous regardant, je construis une carte mentale en voyant les chaises, la table, le pupitre. Et tout ça, c'est enregistré. Et le fait que j'ai deux yeux, je peux utiliser, mon cerveau en tout cas, pas moi consciemment, utilise la parallaxe pour avoir une notion de distance avec les différents objets. Donc voilà, j'ai une carte à peu près en 3D, plus c'est loin, moins c'est précis, mais j'ai une carte. Et si je veux savoir ce qu'il y a derrière cette paroi, il me suffit d'aller derrière la paroi et d'observer, et je vais continuer de construire cette carte, accumuler ces informations et toujours me localiser en permanence moi-même dans cette carte. Alors j'ai la vue qui me permet de faire ça, mais j'ai aussi donc, j'avais mis une petite photo de gyroscope, mais elle a disparu. Euh, donc, mon système vestibulaire peut m'aider aussi à bien optimiser tout ça. Et donc, bien, pour un robot, on peut faire la même chose. On remplace les yeux par des caméras et on a à peu près les mêmes informations. Et on peut même, si on ne veut localiser qu'une caméra, se débarrasser euh, du système d'IMU. Et là, ce que je vous ai expliqué, en fait, eh ben, c'est ce qu'on appelle la cartographie localisation simultanée ici visuel. En anglais, c'est Simultaneous Localization and Mapping. Le SLAM, VSLAM pour le mode visuel. Donc, c'est le terme associé. Problème, là, on utilise deux caméras et on pourrait vouloir utiliser une seule caméra. Mais le modèle de vision de la chambre noire implique que on reçoit que des angles. Et donc, si un objet, exactement le même objet, très petit mais très proche, va apparaître d'une manière donnée, ce même objet plus grand mais plus loin va apparaître exactement pareil. Donc, la géométrie de la scène reste la même à un facteur d'échelle. Quand on utilise une seule caméra, même si on se déplace, on pourrait dire, bah, voilà, on pourrait utiliser la parallaxe, mais on ne connaît pas le déplacement. Donc, on va avoir la bonne géométrie, mais un facteur d'échelle près. Donc, on a besoin de cette information de distance. Très bien. Ben, ça tombe bien, on a des capteurs pour ça. On a par exemple les caméras temps de vol. Alors on a aussi pendant un certain temps utilisé la stéréoscopie, le fait d'avoir deux caméras, mais c'est une estimation de la distance, pas une mesure. Et on a des capteurs maintenant qui nous permettent de faire des mesures. Donc on envoie un flash infrarouge, on attend que ce flash revienne à nous sur une matrice de pixels et grâce à cette dernière, on a la distance donnée par rapport aux objets. Et donc, on peut avoir une sorte de nuage de points reconstitué par ce type de caméra. Et on a donc cette carte locale qui est faite en one shot. Et donc, on peut utiliser ces informations dans du SLAM. Et donc là, c'est ce qu'une doctorante du JRL a fait. Utiliser exactement cette caméra, donc la Azure Kinect de Microsoft, dans une salle de classe, un petit peu modifiée pour l'occasion, avec un robot à roue qui permet de visualiser, de créer cette carte et de naviguer à l'intérieur. Problème, des limites à cette caméra. Alors, le champ de vue de la caméra couleur, il est de 90 degrés. C'est assez peu. Nous, les humains, on a 180 degrés ou plus de champ de vue. Et c'est encore plus faible quand on veut un champ de vue qui va à peine plus loin que nos pieds. Parce que nos robots humanoïdes sont assez grands. Donc, si on a un champ de vue limité pour la distance à 2,20 m, voilà, c'est à peine un mètre devant nous, c'est pas très utile. Donc, on va vouloir aller sur 5 mètres jusqu'à 5 mètres, 5 mètres et demi. Et donc, on réduit notre champ de vue à 75 degrés. C'est vraiment très peu. Et donc, c'est un peu comme si on naviguait avec une longue vue, en fait. Il nous manque beaucoup d'informations. Donc, au vu de ces limites, donc le champ de vue limité, le fait aussi d'avoir un champ de vue limité, ça veut dire que si je regarde un mur complètement blanc à un moment, ben, j'ai plus du tout d'indice pour naviguer
dans l'environnement. Pareil si c'est trop sombre ou trop lumineux. Donc tout ça, ça va engendrer des moments où je vais me perdre. Je vais plus pouvoir me repérer dans la carte. Et pareil, je vous ai parlé de projecteurs infrarouges. Si on est au soleil et un maximum d'infrarouge, le capteur est complètement saturé. Impossible de tirer quoi que ce soit comme information. Non, bon, bah tant pis, on va chercher d'autres solutions. Et donc, on va chercher à élargir le champ de vue. Alors, chose importante, c'est que nous, on s'en rend pas compte, mais on a quand même une sorte de processing, de traitement des images. Et ce qu'on fait avec les robots, c'est qu'on va essayer de détecter dans les images des points clés. Par exemple, des coins. Alors, il y a un détecteur de coins assez connu en vision par ordinateur, le filtre de Harris, qui permet donc, on peut détecter tous les coins. Donc là, par exemple, la régie, il y a quelques points sur lesquels, au niveau de la vitre, je pourrais voir. Ou, par exemple, si je regarde ici les coins des images, voilà. C'est des points qui sont invariants. Ici, de mon point de vue, chaque point ne bouge pas vraiment. Et si je me déplace un petit peu, voilà, ça a à peu près la même forme. Les coins que je vais détecter dans l'image restent au même endroit. Et donc, on utilise des détecteurs de points d'intérêt qui sont un petit peu plus avancés. En l'occurrence, on utilise du orb. Oui. Ah, ok. La caméra est perdue. Et donc, d'un point de vue du slam, en fait, on ne voit que un ensemble de points qui sont reprojetés sur le capteur de l'image. En fait, on peut retracer. Et donc, je vous ai fait une simulation avec deux types de caméras. Une caméra perspective qui est en fait le mode le plus classique de la vision par ordinateur et un mode fisheye avec un très large champ de vue. Et lorsqu'on fait une translation donc sur le côté avec une caméra comme ça, euh, ou une rotation de cette manière, ben, pour la caméra perspective, c'est vraiment difficile de distinguer lequel est lequel. Par contre, pour la caméra fisheye, on a vraiment cet aspect de concave convexe qui sont en fait des indices assez forts des mouvements en jeu par la caméra. Et ça, donc c'est très pratique d'élargir le champ de vue pour nous, pour avoir ces informations et plus de détails sur le mouvement. Et donc, c'est de là, par exemple, qu'on a cette petite vidéo qui tourne en boucle de slam avec un champ de vue, vous voyez, avec les déformations assez caractéristiques. Si vous avez utilisé une GoPro un jour dans votre vie, voilà, les lignes droites sont un peu courbes, c'est parce qu'on a une caméra fisheye et ça permet en tout cas aux auteurs de Stella V Slam, le slam en question, de faire cette publicité sur leur page principale. Et donc, on peut aller encore plus loin, abuser complètement et regarder partout, tout le temps. 360 degrés, vision omnidirectionnelle. On a pris une caméra disponible sur le marché, une Insta360, très commune ouais, sur le marché. Vous en avez certainement déjà vu la pub. Et on a mis ça directement sur la tête de notre robot. Et voilà un petit peu le point de vue, avec un mode de représentation, équirectangulaire, mais ça on s'en fiche, où on a vraiment une vue sur 360 degrés. Là, on a toute la vue de notre laboratoire. Problème, je vous ai parlé tout à l'heure du facteur d'échelle. Et là, donc, on n'a pas deux yeux, on a seulement une caméra. On ne peut pas retrouver en fait ce facteur d'échelle dans cette configuration. Donc, il faut retrouver celui-ci. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est on va prendre une première carte. Donc, on va naviguer dans l'environnement en passant par des points qu'on connaît déjà dans l'environnement. On connaît la distance entre ces points. On a mis des petits scotch au sol par hasard. Voilà. Et on mesure ces distances. On sait à quel moment on est passé par ces points dans la carte. Et donc, il suffit de reporter ces distances dans la carte pour retrouver le facteur d'échelle. Une autre manière aussi pourrait être de prendre le nuage de points qui est généré par la carte, en fait, reprendre la carte donnée par le SLAM, et puis l'aligner sur une carte déjà connue qu'on a de notre laboratoire. Donc, on a essayé ces deux méthodes, d'autres méthodes aussi, en fait, pour retrouver ce facteur d'échelle.
très diverses en fait. Mais nous, on a utilisé ces deux méthodes et on a eu des résultats équivalents pour le facteur d'échelle, ce qui confirme que ces deux méthodes fonctionnent. Et donc, bon, on a une vision de la vision 360. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment encore été fait sur un robot humanoïde. Et on a notre facteur d'échelle. Bon, bien maintenant, on peut faire une expérience. L'expérience est très, très simple. On demande au robot d'aller à une cible. Comme moi, je voulais aller à mon marqueur, là, tout à l'heure. Je veux aller au marqueur. Donc là, si je ferme les yeux, je sais que le marqueur, il est à peu près à 3 mètres de moi, tout droit. Donc ça, voilà, demande au robot. Moi, ce que je veux, c'est que le robot, il y aille. Qu'est-ce qui va se passer vraiment? Le robot, sans son système de vision, uniquement en proprioceptif, il va arriver proche de la cible, là aussi, comme tout à l'heure, mais pas tout à fait. Et donc, si je fais tourner du slam en parallèle, eh bien, le retour visuel me dit, non, non, pas arrivé encore, il manque encore 30 cm. On prend donc cette erreur et on envoie une nouvelle commande pour arriver plus proche de la cible. Bon, vu qu'on envoie juste une autre commande, on va encore avoir une petite erreur. Donc voilà, nous on a fait ça sur plusieurs trajectoires. Alors là, je vous ai représenté des robots en fait qui sont tout autour de notre espace expérimental. Et là, vous repérez qu'ici, il y a beaucoup de robots sur le côté gauche, beaucoup moins sur le côté droit. Ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup de points d'intérêt à les récupérer proches au niveau des robots. Par contre, là où il n'y a rien, on va peut-être avoir des points d'intérêt, mais ils vont être trop loin, hors de portée de la caméra, avec la distance. Donc, voilà. Il faut garder ça à l'esprit lorsqu'on verra les résultats. On fait ça aussi donc à l'inverse vers les robots. Et voilà. Ce qui nous donne donc ces résultats, et là c'est assez intéressant puisque donc la caméra omnidirectionnelle donne de bons résultats sur tous les cas, sauf le cas où la caméra qui donne aussi la distance pointe vers les robots. En fait, les résultats ne sont pas mauvais, mais la RGBD donne des résultats qui sont meilleurs. Donc, bon, déjà, on a une première conclusion, ça marche quand même avec une caméra 360 degrés. Ça, déjà, c'était assez intéressant comme résultat. Pour aller plus loin, changer l'environnement. Et là, c'est sans appel. La caméra omnidirectionnelle est quand même beaucoup moins affectée, puisqu'on voit en permanence à 360 degrés. Donc, si on change que quelques éléments, au final, on n'a pas changé grand-chose dans les images qu'on perçoit. Alors que pour la caméra RGBD, comme je vous l'ai dit, le champ de vue, il est très réduit. Et donc, le moindre changement peut complètement perdre la caméra. Donc voilà, on a un gain qui est plus intéressant. Donc, on a augmenté la robustesse. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aller là, vraiment sur le marqueur, précisément. On veut écraser le géranium avec notre robot. Et donc, on va utiliser l'asservissement visuel. Alors, l'asservissement visuel, l'asservissement, qu'est-ce que c'est? On va faire une boucle, on a une consigne et on veut se rapprocher de cette consigne en regardant l'erreur. Donc là, par exemple, si je veux toucher le pupitre, voilà, l'erreur est telle qu'elle est. Donc, je vais continuer à me rapprocher, l'erreur diminue jusqu'à toucher. Alors, si je vais un peu plus loin, donc je vais faire un mouvement de contre-réaction. Il y a toute une théorie d'automatique sur ce propos. Mais voilà ce qu'est un peu rapidement l'asservissement. Donc on peut faire ça, ça tombe bien, la caméra c'est un capteur. Donc on peut dire, bah voilà, on veut placer la caméra quelque part à partir de ce qu'elle voit et minimiser cette erreur jusqu'à atteindre la cible. Et ben voilà, c'est ce qu'on fait. On met ça, on met un algorithme de. Ok. Donc là, on commence par prendre une image de là où est-ce qu'on veut aller précisément. On crée notre cible. On recule de manière un peu aléatoire en fait, mais on mesure de combien on a reculé et on demande au robot d'aller à cette image cible. Donc vous avez pas l'image cible, mais vous avez l'image de différence qui représente un petit peu, donc le diff image, la deuxième image sur la gauche, elle représente un petit peu cette erreur justement qu'il y a entre l'image cible et l'image courante. Donc vous avez pu voir hein, le robot, le fait d'avoir une image 360, c'est robuste à un chercheur qui danse devant le robot. Ça marche bien. Et voilà, là, on réduit notre erreur et on arrive très très proche de la cible. En fait,
En fait, on arrive à des gains de 90 à 95%. Donc là, voilà, on écrase le géranium. Euh, et encore, là, on a un mouvement, comme vous avez vu, qui est très rigide. On pourrait mieux découpler les mouvements du robot pour finir d'atteindre cette position cible requise de la caméra. Donc voilà, ce qui m'amène à la conclusion de ces travaux. Donc, on avait à la base des capteurs en robotique, beaucoup utilisé la caméra couleur plus distance, et on a pu montrer qu'on pouvait faire du slam visuel avec une caméra 360 degrés, ainsi que de l'asservissement visuel. Donc ça, c'est une nouveauté, ça a été publié lors de la conférence Humanoids de 2025. Ce qu'on pourrait faire ensuite, c'est essayer de soit fixer d'autres manières possibles le facteur d'échelle, que ce soit par l'estimation de distance avec des réseaux basés intelligence artificielle, de l'estimation plutôt dynamique. Donc on connaît, je vous ai dit qu'on dérive en fait au fur et à mesure qu'on marche, mais sur des petites distances, ça reste quand même assez précis. Donc on pourrait utiliser ça pour fixer le facteur d'échelle sur des courtes distances et ensuite utiliser la vision pour euh, retirer cette dérive. Ou alors tout simplement ne pas utiliser de carte préenregistrée et essayer de naviguer, voilà, d'aller d'un point où on veut aller directement, ensuite d'autres points, revenir et tout faire dans l'espace de la carte du slam. Et tout ça, ça rentre en fait dans un projet ANR qui a commencé il y a un an, qui porte sur la navigation bio-inspirée par des fourmis du désert, qui, au lieu d'utiliser les phéromones, comme on en a souvent entendu parler, ces fourmis, elles utilisent les familiarités visuelles, donc elles utilisent leurs yeux, très très basse résolution, pour pouvoir arriver à leur point. Et voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je suis tout à fait disposé à vos questions et prenez soin de regarder où est-ce que vous marchez.